René, Oui, ça fait combien de temps que tu es dans le parking? environ 20 ans. Dans ce parking? Oui, oui. Et là, en ce moment, tu peux aller dans un appartement. Oui, maintenant, oui. Maintenant, je peux y aller. Et, et tu y vas pas? Oui, mais je vais y aller quand même, parce que là, j'ai un petit peu trop attendu. Alors, mais cette fois-ci, il faut que j'y aille. Et qu'est-ce qui t'a empêché d'y aller? Rien du tout. Pourquoi tu restes dans le parking? Non, non, c'est pas, j'avais encore une paire de copains, pour ça, je veux dire, le soir, plus ou moins. Je reste avec eux, puis bon, ben, quand je vois 2 heures du matin arriver, bon, ben, c'est pas la peine que j'aille. Puis là-bas, c'est derrière, alors, ça va pas. Et ici, dans le parking, Oui, quand tu dors ici où tu es là, oui. qu'est-ce qui te protège? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il manque que 2 voitures, une de chaque côté qui a tout. Et ça, t'aimes bien les voitures qui sont... Ah oui, oui, ça me dérange pas. Mais ça te rassure un peu quand elles sont là? Ah oui, oui. Pourquoi ça te rassure? En principe, c'est toujours deux voitures que je connais. C'est deux voitures des abonnés qui sont ici. Alors je les connais bien, alors ils font attention, quoi. De mon passé, je n'ai que des flashs sur des horreurs et des souffrances terribles que j'ose à peine revivre. Je ne sais pas qui j'étais enfant, mes yeux sont ouverts et rien de précis, que des formes qui me font peur. Nous avons vécu à côté d'une voie ferrée jusqu'à mes 8 ans. De cette époque, je n'ai pratiquement aucun souvenir. En tout cas, aucun avec mes parents et très peu avec mes sœurs. Pour des raisons obscures, je m'isole dans ma chambre. Je m'exclus complètement de ma famille. Je suis comme dans un vaisseau spatial. Au-delà du mur, il y a le paradis, la liberté. Je sens que je rentre dans le paradis, j'ai de moins en moins mal. Je sens mon corps flotter. Le sang que mon cœur envoie fortement tape dans la tête. Mais ce n'est pas désagréable. J'ai l'impression que c'est le moteur de la navette spatiale. Tout va bien, je plane. Plus tard, je m'endors. Je suis apaisé.
Donc c'est celui-ci? Ouais, c'est cet immeuble-là, le premier immeuble qu'on a habité quand on est arrivé en France. Et après? Et après, un jour, on a déménagé pour aller habiter dans l'immeuble qui est là-bas au bout de l'impasse. Et je me souviens, on a déménagé les affaires à pied. Nous, on portait des petits trucs et puis je revois papa en train de pousser avec un diable une machine à laver. Et tu te souviens un peu de l'ambiance de la famille? Ouais, c'était plutôt calme. Chacun était un peu... chacun vivait son petit truc de son côté. Il n'y avait pas beaucoup de communication. Et de mon enfermement? Je me rappelle que tu t'enfermais dans ta chambre. Tu passais beaucoup de temps tout seul. Et puis que nous, on était de notre côté, quoi. Et la porte de ma chambre fermée, ça te faisait quoi? Ça me faisait du mal parce que j'avais l'impression d'avoir un frère physiquement, mais pas sentimentalement. Et comment tu as su cette histoire de torture de la Tia Negra? C'est quand j'ai voulu faire un exposé, quand j'étais au collège, je devais avoir 12-13 ans, j'ai voulu faire un exposé sur l'Uruguay. Et c'est à ce moment-là que maman m'en a parlé. Et à cette époque-là, moi, j'ai pas réalisé tout ce qu'elle avait pu endurer au niveau de la torture, tout ça. J'avais pris ça plus comme si c'était un journal TV, quoi. Et j'ai réalisé que plus tard, quand j'avais 21 ans, que ce qu'elle avait pu souffrir, enfin tout ce qu'elle avait pu vivre à ce moment-là. Ça t'a pas spécialement choqué, quoi? Non, à l'époque? Je l'ai pris plus comme une info, un peu comme si c'était un prof qui t'annonce un truc, quoi. Tu te poses pas de questions, tu le gobes. Tu te rappelles bien d'ici? Ouais, je me rappelle de la cour, de l'allée, de l'immeuble. De quand on jouait en bas, là, dehors, avec les autres gamins. Et cette histoire de tremblement de terre? C'était le 14 juillet. C'était à peu près 20 ans après qu'on soit arrivé en France. On habitait pas ici, quoi, dans une maison. Et puis, donc le tremblement de terre dans la nuit, ça a fait beaucoup de bruit. Et je revois maman qui criait dans la maison, complètement affolée, « Ça y est, c'est la guerre, ça y est, c'est la guerre ». Enfin, c'est ce qu'elle disait, quoi, « Ça y est, c'est la guerre ». C'est celui-là alors? Ouais, c'est cet immeuble-là, ouais. Le deuxième? Non, tout de suite, là, la première entrée. Et puis la petite fenêtre là-haut, c'était ta chambre. Ouais. Ce mur n'existe pas. Cette couche parfaitement lisse est un leurre, juste là pour me rassurer, pour me protéger et me dire des choses avec ses dessins, ses formes. Comme ça, petit à petit, je discute avec les formes du mur. Le voyage commence. Parfois c'est un beau voyage, parfois la navette spatiale descend. Elle s'enfonce comme aspirée. Alors je n'ai plus rien pour m'agripper. Si je touche le mur, je le traverse. Ce n'est qu'une forme, comme tout ce qui est autour de moi. Rien n'est réel, rien n'est consistant. L'astuce, c'est de toujours croire que ce que l'on voit existe. Alors je me le répète. Ce que je vois existe. Ce que je vois existe. Mais au fond de moi, je n'y crois pas.
c'est difficile de se mentir constamment. Je me sens comme sur un radeau. Je sens que j'avance sur l'eau, le mur m'accompagne. Je me demande où va cette colonne de soldats. Je trouve que leur alignement est joli, propre. Je pars avec eux, je les survole. Mon ventre petit à petit se dénoue. Ces soldats me protègent et me rassurent. J'ai l'impression que mon corps est dilué. Je suis complètement éparpillé. Ma tension au ventre a disparu. Je voyage dans le mur. La douceur des rêves m'envahit, me caresse. Je sens que mes intestins sont si dénoués qu'ils flottent, comme s'ils étaient lâchés dans l'espace. Je suis né à Montevideo, en Uruguay, en 1970. La dictature s'installait et parallèlement, la résistance s'organisait sous la forme d'une guérilla contre le régime militaire. Une semaine avant ma naissance, le mouvement révolutionnaire des Tupamaros enlève Etudan Mitrione, fonctionnaire de l'ambassade des États-Unis, accusé d'être un agent de la CIA et d'avoir enseigné la torture à la police uruguayenne. À ce moment-là, Tia Negra, la sœur de ma mère, est engagée dans cette guérilla. En 72, elle disparaît durant 3 mois. Ma mère la retrouve dans une prison de la junte militaire. Elle ira quotidiennement pour tenter de lui rendre visite. Ma tante restera enfermée durant 1 an et elle sera torturée. Craignant pour sa famille et ses enfants, ma mère décide de nous emmener loin des militaires, en France, en tant que réfugiés politiques. Cinq chiens féroces se ruent sur mon dos. Ils me déchiquettent le dos. J'ai affreusement mal. Je sens mon dos ouvert. Je sens les crocs des chiens pénétrer dans la chair. Je pleure. J'ai trop mal. J'ai trop peur. Je sais pas si ça va s'arrêter. Au bout d'un moment, j'essaye de me dire qu'il n'existe pas. Je suis déjà réveillé depuis longtemps. Mais les chiens sont là. Ils sont présents, mais invisibles.
La chimie est un véritable soleil, car enfin je joue avec un monde presque vivant. Je suis sous le charme des bulles, des couleurs, des odeurs. Je teste et reteste. Parfois, je ne sais plus à quel mélange j'en suis. Jouer avec les molécules, c'est aussi jouer avec la matière de cette vie que je ne comprends pas. Je comprends bien mieux les molécules que la vie. Être enfin dans un vrai monde, avec des possibles quasiment infinis. J'ai l'impression que les liquides me parlent, me sourient à travers la paroi. On est debout tous les deux face à face et je revois des dessins que ma mère faisait sur le tableau, contre le mur, des dessins des prisons d'Uruguay, je crois. Je suis impressionné, j'ai peur. Elle m'explique la dictature, mais je pense déjà connaître toute cette histoire. Je lui propose d'envoyer des avions qui lâcheraient des missiles sur les militaires. Elle me dit que ce n'est pas possible, car on risque de tuer aussi les prisonniers. Je n'arrête pas de penser des solutions. Plus tard, je tenterai de fabriquer du TNT et je le jetterai depuis ma fenêtre. Elle me regarde, et déjà mon corps commence à se transformer. Enfin plutôt je sens les liquides de mon corps se déplacer, faire un espace. Elle me raconte l'histoire effroyable de sa sœur torturée, et elle ne résiste plus quand elle parle de la cagoule. Alors malgré elle, son acide part, comme par capillarité. Et là je le prends sans pouvoir résister. Liquide, je me dois de l'accepter, de vivre cette histoire avec mes tripes, c'est mon devoir. Elle me dit, tu te rends compte. J'essaierai de me rendre compte toute ma vie, mais je n'y arriverai jamais. Je crois que c'est l'hiver, il fait sombre partout et froid. On arrive dans une grande maison parce que je dirais qu'il y a 10 personnes. Et nous, les enfants, je ne les connais pas tous. Eux se sentent bien. Plus la soirée avance et plus je recommence à avoir peur. Une peur que je connais bien. Les démons m'attendent. Ils attendent l'occasion de se jeter sur moi. J'ai une peur terrible d'aller me coucher dans ces pièces sombres que je ne connais pas. Je résiste pour ne pas me pisser dessus. Je préfère rester à leur côté. Leurs paroles me rassurent. Et je compose une petite mélodie avec leurs paroles. Et cette petite chanson me protège, elle me berce et je me perds entre leurs mots. Le feu me tient compagnie. Il m'envoie des formes et je plonge dans le film du feu et des paroles. Feu et paroles. Ces paroles qui me pénètrent, me traversent, mais que je laisse filer pour n'attraper que la mélodie, le souffle, le mouvement, que ce qui peut me protéger, me caresser. Je crois oublier la signification des mots.
Que faire avec toi? Tu veux que je te prenne dans mes bras, mais c'est impossible. Tu n'es qu'une image mentale, déformée par le temps, la souffrance. Le placenta dans lequel tu baignes te ronge, je ne peux pas t'aider. J'essaye de t'aimer, mais je ne peux pas. Je ne peux plus. Tu es dans mon âme, alors j'ai perdu une partie de mon âme. Est-ce que je vais devoir apprendre à vivre ma vie sans toi, ou est-ce que je vais un jour pouvoir te retrouver et te sauver de ta noyade? Mais aussi, je sais que si je t'ouvre la porte, tes fantômes sont là. J'ai trop peur de tes fantômes. J'aimerais que l'on puisse se voir en cachette, comme ça, à l'abri des démons. Je serai alors enfin en paix avec moi-même. El pueblo unido jamás será vencido. 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 On m'installe un train énorme dans ma chambre qui peut se poser sur mon lit. J'ai changé de navette spatiale. Je suis passé du dessin du papier peint à cet énorme train, cette nouvelle navette spatiale qui va me permettre de voyager encore pendant au moins 3 ans. Alors je vis dans, avec, pour le train. Mon univers ne fait plus les 2 cm² du papier peint, mais c'est très largement agrandi à environ 2 m², où des tas de choses sont possibles. Déraillements, accidents, et le voir tourner et encore tourner, entendre le son, un son qui sort du réel, un réel vrai et qui en plus est dans mon monde à moi, je n'en reviens pas. Le train, lui, il existe. Plus je le prends dans ma main, plus il me rassure, plus je le sens vrai. J'ai petit à petit l'impression d'être dans le train, de vivre avec lui. Je connais chaque détail, chaque trait, et le fait que chaque jour il ait la même forme me prouve qu'il m'est fidèle. Je sens que je peux compter sur lui. La chimie, c'est plus traître. On n'est jamais sûr de sa réaction. C'est pas toujours exactement les mêmes couleurs au final. À quoi peut-on se fier dans ce monde? Uniquement au train.
Seul le train sait où il va. Il connaît un point de départ et un point d'arrivée. En plus, vu son poids, il risque pas de s'envoler ou de disparaître. Je pense que les animaux ont des griffes pour être sûrs de s'accrocher à la vie. Je vois bien que mes mains en sont dépourvues. Comment est-ce que je peux m'accrocher à la vie sans griffes? Alors je m'accroche à ce train, il est mes griffes, il me raccorde à la vie. Mais je surveille toujours d'un œil si la porte s'ouvre, si le gouffre énorme qu'on appelle la réalité va me happer. J'ai l'impression que c'est depuis longtemps, depuis toujours, peut-être depuis le ventre de ma mère, mais j'ai comme ça assisté aux séances de torture. Je sais qu'il y a un médecin pendant les séances de torture. C'est lui qui indique aux militaires si elles risquent d'y passer ou non. Il autorise encore 10 minutes de torture, encore 5. Là, un lit de métal et deux mains tiennent des fils dénudés. Les mains s'approchent du corps et je me demande où est-ce qu'elles vont finir. Je ressens l'ambiance de ce petit coin de pièce sombre, tout en ciment. Je ne sais pas comment, mais je suis là avec eux. Je ne comprends pas ma place. Ce n'est pas bien d'être témoin. Je connaissais l'histoire comme d'une baignoire. Une baignoire remplie de pisse des militaires. Elles enfonçaient la tête de ma tante dedans, jusqu'à presque la noyer. Et c'est comme ça qu'une oreille s'est infectée. J'avais des visions. Je le savais, mais depuis combien de temps? Un jour aussi, ils lui ont apporté un cadeau, les militaires. Sa meilleure amie morte par les tortures, et ils ont laissé le corps, le cadavre de son amie, avec elle dans sa petite cellule. Je revois le cadavre, j'imagine se décomposer chaque jour devant elle. Combien de temps, je ne sais pas. Est-ce que tout cela est vrai? Je ne sais pas. Peut-être d'autres choses m'ont échappé et reviennent par les cauchemars. Comment j'ai su cela? Je n'en sais rien. J'ai l'impression que depuis toujours, il faut que je sache la véritable histoire. Il n'y a qu'elle qui puisse me la raconter, mais je n'ai pas osé lui demander si tout ce qui hantait ma mémoire était vrai. Hola. Hola. Sí, hola, ¿me oís? Oh, ¿sí? Sí, ¿me oís? Sí. ¿Cómo andas? Fernando. Sí, estoy acá, sí. ¿Me oís? Ay, sale repetido con eco. ¿Estás bien ahí? ¿Estás confortable para hablar? Sí, ¿qué me quieres preguntar? Contame todo lo que pasó cuando tú estuviste presa, cómo fue que te encontraron, cómo fue la arrestación, contame todo eso. Bueno, a mí me vinieron a buscar a mi casa muy tarde de la noche, un 18 de junio, amaneciendo para el 19 casi, que es una fecha patria. Bueno, fue muy terrible para mí, porque vinieron 3 camiones cargados de como decimos nosotros, de milicos verdes y de militares, bueno, y alguno bajó y revisaron toda la casa y abrían los cajones y abrían el ropero y me abrían la cómoda y me revolvieron todo. Y bueno, y después me dijeron que me llevaban a mí, pues se revolvieron todo. Entraron a donde estaban mis hijos y yo les pedí por favor
porque entraron con metralletas y yo dije, si los chivilines se despiertan en este cuadro, nunca más se lo van a olvidar, va a ser tremendo. Entonces agarré y los tapé, muy impulsiva yo les tapé la cara, por si se despertaban, que por suerte en este momento no se despertaron. Y me llevaron, primero me llevaron a la comisaría de Atlántida, en la comisaría de Atlántida me bajaron, y ahí me apagaron las luces y yo empecé a preguntar a los gritos, ¿qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? Porque a todo eso habían unas oídas horribles. Y bueno, me pusieron una capucha, que es una cosa, esa capucha como de lona, ¿de acuerdo? Y bueno, y me pusieron arriba de un camión. Ahí me subieron para arriba de un camión, porque antes me habían llevado adentro del camión. Bueno, y ahí me llevaron a un lugar que yo no sabía dónde era. Yo sé que cuando llegué sentía ladridos de perros, mucho frío. Bueno, ¿Qué- bueno, y ahí entré, y bueno, y ya entré derecho a un lugar de tortura, y bueno, y donde está, empezaron a preguntar cosas y a sacar la ropa y me desnudaron toda, que me costó muchísimo, porque me decían, sáquese esta cosa, y yo no, me da vergüenza, y sáquete esa otra, que me da vergüenza, y me dijeron, bueno, si no te sacas la ropa, después te la vamos a sacar a tirones y a ti te va a hacer falta. Y yo dije, tiene razón, me lo tenés que decir después. Entonces ahí empecé con mucha timidez a sacarme. Cuando me tocó sacar la ropa interior me costó mucho y ellos me ayudaron a los tirones, los que me ayudaron, me sacaron a tirones, y yo ahí en ese momento resurgí como ser humano y me sentí grande realmente, porque dije, bueno, esto es una basura, hacerle esto a una mujer de varida. Soy más grande que ellos, que hagan lo que quieran. Pensé para adentro mío, ¿no? Y bueno, y ahí fue que me ataron las manos atrás, me ataron los pies, me entraron a pegar con unas cosas de goma, yo pasé unas gomas torcidas negras, unas cachiporras, bueno, y después me hicieron lo que se llama submarino, que eran como unas gomas o tanques, yo qué sé, que yo no me acuerdo bien porque me vendaron también los ojos y me metían en agua un rato largo, yo estaba recién operada de oído, me hicieron todo bueno, perdí un oído a raíz de todo eso y bueno, me hicieron varias veces, me daba la sensación de que me moría ahogada. Y bueno, y me sacaron de ahí y yo qué sé, me hacían preguntas hasta que estaba a ver qué decías, y yo no tenía mucho para decir porque realmente no había hecho nada casi, prácticamente, simplemente que estaba de acuerdo en que no hubiera injusticia. En prison, elle écrit à sa fille Iliana. Lune ronde, à moitié orange, visage souriant. Tu es là, ma fille? Là, des yeux inquiets qui regardent. Là, une bouche affamée réclame. Lune ronde, à moitié orange. Lune ronde, visage souriant. Et comme ça, j'ai dormi en pensant à toi. 1000 bisous.
después, cuando viste a tu madre, ¿cómo fue la primera vez? ¿Cómo pasó la primera vez? Está. Bueno, la primera vez, vos sabés que, bueno, fuimos con el abuelo Julián en un ómnibus que no llegaba nunca al pueblo de San Ramón, que está a unos 80 o 90 kilómetros de Montevideo. Y ahí hay un cuartel. Este, y bueno, ahí nos llevaron, nos trataron con mucha amabilidad, los milicos de mierda eso, y nos llevaron a una especie de salón comedor. Y nos sentaron ahí en la mesa. Y nos trajeron, me acuerdo, una golosina que había acá, que era una especie de bafle bañado en chocolate, que se llamaba chocolondo. Nos dieron los bafles esos para que comiéramos, que no sé qué, y nos sonreían y nos hablaban bien. Y ahí trajeron a mi madre, que se sentó en la silla y tenía moretones, cara demacrada. Bueno, yo ahora me doy cuenta que era, viste, todos los efectos de la tortura que había pasado, viste. Y bueno, nos dijo que no nos pusiéramos mal, que iba a estar todo bien, que ella estaba ahí, pero que en realidad no merecía estar ahí, que era una cosa, bueno, más o menos nos hizo entrever que era un tema de la dictadura y de todo eso, ¿Y tú cuando ella estaba presa, sabías lo que le hacían allá o no? Sí, sí, sí. En el primer momento no, pero un poco más adelante me me fui enterando, digo, porque los otros gurises empezaron a contar y yo le empecé a preguntar a mamá. ¿Y ella qué decía? ¿Qué te decía? Que no, que en definitiva no pasaba nada porque el corazón de ella no lo podían tocar. Le flagelaban el cuerpo, pero el alma no se la podían tocar. Y y nosotros lo que nos importaba era el alma, ¿viste? Y bueno, hasta el día de hoy somos así. Avec le Vietnam, je trouve une nouvelle famille. Alors j'imagine refabriquer toute mon enfance. J'admire ce personnage parce que dès le premier jour, j'ai senti qu'il avait compris quelque chose de moi, au-delà des mots. Un jour, il me regarde un moment, comme il a l'habitude de le faire, et me dit « Toi, tu es bloqué dans ta tête ».
Le maître nous dit que nous sommes une poussière dans l'univers. Je comprends ce qu'il dit. J'ai été enfant déjà une poussière dans l'univers. Une poussière dans l'univers ne devient rien. Ni elle vieillit, ni elle mange. Personne ne peut rendre vivant une poussière. Je ne comprends pas que personne ne se rende compte que nous sommes tous que poussière. Jamais je ne me suis senti tant en accord avec ce que je ressentais au fond de moi. Prendre les positions et les attitudes des animaux, jouer avec ce que l'on ressent, ne pas sentir la douleur, ne penser à rien, même à ne pas penser, entrer dans la peau d'un tigre à l'affût de sa proie, déconnecter ce qui fait de nous des hommes, pour réagir instinctivement, réagir comme les feuilles le font avec le vent, ne plus rien vouloir être. J'ai décidé d'ouvrir pour laisser entrer la lumière, une lumière belle et aveuglante. J'ouvre les tiroirs pour que parte tout ce qu'il y a à l'intérieur, d'entassé, de périmé, de ressassement, comme pour faire un grand changement, un grand nettoyage, comme pour tout recommencer. Peut-être Dieu me l'a-t-elle envoyée. Elle est arrivée pour Noël. J'ai pleinement conscience que de toute façon je tiens grâce à elle. Si son regard se détourne du mien, le vide me happera. Ses yeux sont placés juste dans l'axe du vide. Ils m'empêchent de le ressentir. Yo te puedo preguntar algo, Fernando. Sí, sí, decime sí. Y claro, no sé, ¿y vos qué sentiste cuando eras niño con respecto a esto? ¿Sentiste algo? Eras muy chiquito. No, lo que pasa es que no sé, pero creo que toda la angustia y todo lo que ella no soportó Te la pasó. sí, me la pasó físicamente o... Ah, no, yo al revés, yo traté, ves, en eso yo después que salí, traté de pasarles alegría. Yo cantaba, ponía flores, yo traté de mostrar algo, de transformar en positivo eso, todo eso. No sé, tendría que preguntarle a ellos realmente qué les transmití. Y como nos reuníamos y tratamos, cuando nos reuníamos cantábamos, hacíamos guitarreada, y yo qué sé, y tratábamos de pasar felices, hacíamos comida, y tratábamos de pasar felices. Yo trataba de transmitirle lo positivo, la alegría por la vida. Capaz que tu madre no pudo. Yo me acuerdo cuando Teresa se iba, lo que lloró y lo que le dolió salir del Uruguay.
Por eso, algún dolor tuvo en la vida, yo no sé cómo lo manifestó ella, pero fue muy, muy grande. ¿A qué les costó mucho? No fue fácil. C'est impossible pour moi de penser sans être allongé. Alors je m'allonge et me viennent les pensées, les images. Je revois ma mère pleurer comme elle l'a fait tant de fois. Je me vois dans un scénario, un vrai. J'imagine un avion qui me ramène en Uruguay, dans le passé de ma mère avant l'exil. Je l'aperçois au loin, souriante et heureuse. Je vais à sa rencontre. La porte de ma chambre est enfin entr'ouverte. Je sens l'air et la terre de mes racines égarées.